Août 69, je pars au Japon. Comme je vous ai, enfin très rapidement, j'ai effleuré le thème tout à l'heure. Au bout d'un certain temps, c'était à la fin du mois d'août, le même mois d'août, ma démission à Paris. Il fallait que je cherche du travail, vraiment que je vive au Japon et dans la société japonaise à fond. Je me suis plongé à fond dans la société japonaise. Ce n'était pas du tout dans le cas d'un expat. J'ai voulu connaître ce pays par le dedans. À l'époque, j'avais 27 ans et j'avais décidé, quelques années auparavant, je me marierais à 27 ans. Donc, il fallait que j'obéisse à ce que j'avais moi-même décidé. Et j'ai commencé à chercher épouse et j'ai trouvé assez rapidement. Et j'ai épousé une japonaise qui a été la mère de mes 2 enfants, qui allait naître à Sapporo en 71 et 73. Et donc, voilà. C'est la lignée. Alors, pourquoi était-ce important ? Parce que je voulais connaître le Japon non seulement comme objet de science, mais également la vie japonaise. Et ça ne peut se faire qu'en couple. Évidemment, il y a tout le reste de la société, mais le plus fondamentalement, c'est ce qui fait que ma première épouse était japonaise et qu'on a vécu une bonne vingtaine d'années ensemble. Et puis voilà, la suite était plutôt québécoise que japonaise. Mais ça m'a permis d'avoir de la langue japonaise une approche que je n'aurais jamais pu avoir simplement à parler au café ou à lire les bouquins, c'est-à-dire vraiment celle de la vie le plus directement. Et par exemple, des sous-entendus qu'il y a dans des mots qu'on ne peut savoir que par quelqu'un qui est, comme on dit, native speaker. J'ai donc eu la chance d'avoir cette approche avec la langue japonaise. C'est ce qu'on appelait du temps des colonies un dictionnaire à cheveux. Ce que c'est qu'un dictionnaire à cheveux, c'est un point de vue, comme on appelle, phallocentré, parce que les cheveux, c'est les dames qui en ont d'habitude. On peut dire ça, et ça serait une vue utilitaire. J'aurais utilisé une personne de sexe féminin japonaise pour mon travail, en somme. C'est pas du tout ça, hein. C'était d'exister comme ça, dans ce monde. Et voilà. Donc un monde, vous ne pouvez vraiment le pénétrer que si vous le faites sur tous les plans, globalement. Et une des astreintes auxquelles je me suis plié, c'était de lire le journal tous les jours, en japonais, et non pas ce qui aurait été possible de lire le Japan Times. Ça, c'est le journal qu'achètent les étrangers quand ils viennent au Japon, et qui est rédigé à leur intention. Par exemple, enfin, surtout pour les Américains, ça va de soi, à cause des restes de l'occupation américaine et tout. Donc c'est rédigé pour des Américains. Vous avez toutes les nouvelles du sport américain et tout ça. Moi, je me suis donc astreint à lire le journal en japonais, le journal japonais, tous les jours. Au début, ça me prenait des heures. Mais c'était normal, c'était l'investissement que je faisais pour la langue elle-même, et au-delà de la langue, pour le monde japonais. C'était très, très dépaysant, puisque le monde dans lequel j'avais vécu jusque-là était réduit à quasi epsilon dans ce que je pouvais lire tous les jours. Alors de temps à autre, on avait des nouvelles françaises comme De Gaulle est mort, ça oui, je l'ai eu, même en première page. Mais bon, ça c'est l'exception. Donc,
cette expérience-là, très dépaysante, elle a été vraiment essentielle dans ce qui allait devenir petit à petit ma démarche, qui au départ n'était pas du tout fixée. Je ne suivais pas du tout une méthode préétablie. Et comme j'ai déjà dit tout à l'heure, le chemin s'est fait en marchant. C'est ce qu'on peut appeler une démarche phénoménologique. C'est savoir comment les choses apparaissent à cette société-là, qui n'était pas la mienne au départ, et que j'ai petit à petit essayé de pénétrer. Alors que beaucoup des Français qu'il m'arrivait parfois de croiser, puisque comme j'enseignais, j'avais fini par trouver au bout de 2 mois un job dans une école de langue française, puisque c'est comme ça que j'ai pu vivre. Plusieurs de mes collègues étaient français, mais ils se voyaient beaucoup entre eux. Et moi, sauf dans ces occasions-là, à l'école, je ne voyais jamais de Français. Et ça s'est fait comme ça, mais je sentais vraiment que je devais faire cela. Par exemple, un souvenir qui me revient justement maintenant, mon père, qui a été un grand arabisant et honoré comme tel par les Arabes eux-mêmes, un jour il m'avait dit qu'il s'étonnait de ne pas avoir épousé une femme arabe. Parce que s'il avait été jusqu'au fond de la démarche, mais c'était justement pas une démarche, c'était tout simplement la vie, et ça s'est fait comme ça. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai eu cette porte d'entrée sur le Japon, qui a été, s'ajoutant au fait que j'ai fait ma thèse sur Hokkaido, qui n'est pas considéré comme vraiment le Japon. Au Japon, Hokkaido, c'est un petit peu un monde étranger. C'est une image qui s'est construite historiquement et qui a été sciemment construite dès l'époque Meiji, comme j'en ai dit un mot tout à l'heure, parce qu'on voulait en faire la vitrine de la modernisation à l'occidental du Japon, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des réclames, enfin des pubs que vous pouvez voir, des choses, enfin, du moins à l'époque où je travaillais sur Hokkaido, maintenant je ne sais plus très bien. Par exemple, le Hokkaido ressemble au Canada. Ça ressemble pas beaucoup. Un peu quand même. Mais alors là, ça devient surréaliste. Il y a un endroit près de Sapporo, il s'appelle Yoichi, où il y a des usines de whisky, le whisky Nikka, que vous pouvez trouver en France aujourd'hui, Nikka. Et un jour, j'ai vu une pub, on dit que Yoichi ressemble à l'Écosse. C'est ça. À Yoichi, vous voyez des rizières. Bon, il y a les montagnes et la forêt, mais bon, c'est comme ça. Et puis d'autres pubs, on dit... alors là, c'est vraiment, ça fait sauter en l'air un géographe. Oui, les capitales mondiales de la bière sont toutes à peu près sur la même latitude. Vous avez Munich, Milwaukee et Sapporo. Bon, alors Munich c'est environ 60 degrés, Milwaukee c'est pas du tout à la même latitude, c'est plus au sud, et Sapporo c'est à la latitude de Rome. Alors, mais ça passe comme ça parce que c'est l'image de Hokkaido. Alors ça, je l'ai étudié en long et en large dans ma thèse, comment a été construite l'image de Hokkaido. C'est là pour dire que ça a été, normalement, quand vous êtes un japonisant, si vous commencez à étudier le Japon, de préférence, vous faites ça à partir de Tokyo ou de Kyoto. Pour ceux qui étudient le Japon classique, c'est Kyoto, la porte d'entrée. Moi, je suis entré par la porte de service, par derrière, et en catimini. Et je pense que ça a été pour moi une chance. Parce que justement, ça m'a permis, tout le temps où je préparais ma thèse, de peser le pour et le contre des arguments de ce que c'est qu'être japonais. Si on disait que Hokkaido, c'est pas comme le Japon, alors qu'est-ce que c'est qu'être le Japon? Vous voyez? Ce genre de questions posées entre japonais. Parce que quand c'est posé vis-à-vis des étrangers, les questions et réponses sont déjà toutes faites. Et on vous sert ce que vous attendez.
Les Japonais sont très forts à ce jeu-là, même aujourd'hui, c'est un peu passé de mode. Mais l'époque où j'y étais, donc arrivé l'été 69, et j'y ai vécu d'affilée jusqu'en 77, donc plus de 7 ans. Après ça, mes séjours ont été plus courts. J'ai eu un séjour, le deuxième en longueur, c'est celui que j'ai fait entre 84 et 88, c'était 4 ans. Après ça, j'ai eu 1 ou 2 séjours de l'ordre de 1 ou 2 ans. Et tous les autres, c'est de quelques mois. Voir le... Alors, celui dont j'ai le plus honte, c'est un séjour qui a le voyage. J'ai passé, c'était pour un dialogue avec un architecte qui, à l'époque, n'était pas aussi célèbre qu'il est devenu. C'est Kuma Kengo. C'est aujourd'hui le plus connu, plus même que Ando. C'est lui, par exemple, qui a été chargé de l'aménagement urbanistique et architectural de Tokyo pour les Jeux c'est l'année qui vient, ouais, c'est ça, 2020. Bon, donc, avec Kuma, on a eu un dialogue, ça devait être en 95, voilà. Et je ne sais pas, il avait eu de l'argent d'une manière ou d'une autre. Bref, il m'invite pour un dialogue. Donc il m'a payé l'avion. Ça a duré 3 jours. J'ai pris l'avion, j'ai passé un jour à Kyoto et je suis revenu. Alors, si cette jeune Suédoise, vous voyez de qui je parle, Thunberg ou je ne sais pas, ouais. Si elle entendait ça, elle pousserait des cris avec les cheveux se dressant sur la tête. Parce que ça, c'est vraiment c'est pas sustainable. Bon, j'ai fait ça une fois dans ma vie seulement. Tous les autres séjours ont été plus longs, heureusement. Parce que sinon, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine et je ne suis plus en âge de le faire maintenant. Ça fait au total près de 20 ans dans cet autre pays. Comme j'avais passé mon enfance dans les pays arabes, l'âge jeune adulte au Japon, il y a une époque de ma vie où j'avais vécu plus à l'étranger qu'en France. Et même aujourd'hui, en France, bon, c'est mon pays. Et on habite à Palaiseau. Mais j'ai gardé une certaine distance. Comme Lévi-Strauss lui-même a écrit un livre qui portait le titre « Le regard éloigné ». Ça finit par marquer, sauf que les anthropologues ne passent pas 20 ans au cœur de l'Amazonie. Et pas comme j'ai pu le faire par exemple, Philippe Descola, qui est mon ami et que je respecte et qui m'intéresse beaucoup, il n'a pas épousé une Hachoir, il a épousé une Américaine. Voilà, c'est ça. Bon, oui, c'était pour parler du problème de la langue et de la nécessité de l'apprendre, et si possible la posséder un peu, à tous les niveaux et sous tous les aspects de la vie, y compris le parler enfantin. Par exemple, le japonais, je n'en ai fait que 2 ans. Le chinois, j'en ai fait, je veux dire, scolairement, au Langzhou. Parce que je l'ai commencé en 67, en même temps que j'avais mon premier travail à l'école des Beaux-Arts. Et c'est l'année où, du fait qu'en 66 a eu lieu la révolution culturelle, j'ai bifurqué vers le japonais. Et je me suis inscrit au Langzhou, en japonais cette fois-ci, après le chinois, en japonais à l'automne 67. Et j'en ai fait 2 ans. J'ai donc pas terminé la scolarité, puisque en 69, je suis parti au Japon et là, j'ai vécu sur le terrain. Donc, il me manque certains aspects de la formation en japonais, et notamment pour l'étude du japonais classique. Là, je ne possède pas bien. C'est des manques que je rattraperai un peu grâce au fait que j'ai appris le chinois avant. Et comme
une bonne partie de la littérature japonaise, pendant longtemps, a été écrite en chinois. C'était grammaticalement du chinois, à quelques détails près, mais c'était lu à la japonaise. C'est-à-dire que c'était écrit dans l'ordre chinois, mais les deux langues sont très différentes, en fait, structurellement, syntactiquement. Ce qui fait que les Japonais qui lisent ce kanbun, ça s'appelle, c'est-à-dire tout simplement littérature en chinois, ils la lisent dans l'ordre du japonais, ce qui est très très surprenant pour quelqu'un qui n'est ni chinois ni japonais. Mais ça, donc, je ne l'ai pas appris, mais je compense par le fait que j'ai fait du chinois. Je ne vais pas m'apesantir sur le côté linguistique, mais on ne peut pas pratiquer la géographie culturelle, et encore moins la mésologie, si on ne possède pas au moins 2 ou 3 langues étrangères. Le japonais, ça va de soi. Le chinois, je le lis lentement, mais je ne le parle pas, vu que je n'ai jamais vécu en Chine. L'allemand, il y a eu un temps où je me débrouillais oralement, parce que, comme je vous ai dit, j'ai fait mon service en Allemagne. Et comme je n'avais rien à faire, la guerre était finie, il n'y avait personne à tuer, donc j'ai appris l'allemand. Je l'ai appris à la caserne, c'est-à-dire je ne pouvais quand même pas aller me promener dans la rue tout le temps. Mais j'ai les bases sérieuses, puisque j'ai commencé par la grammaire. Ce qui m'a permis plus tard de pratiquer l'allemand comme je pratique le latin et le grec, c'est-à-dire que c'est en bilingue. J'achète les textes en bilingue, je lis en français, et puis quand il y a un passage crucial, là, j'étudie à fond le passage dans la langue d'origine. Ça vaut pour ces 3 langues-là. Et en fait aussi pour le chinois. Je peux le lire lentement, mais je ne suis pas du tout sûr de ce que je comprends. Donc tous les classiques chinois que j'ai beaucoup utilisés, en particulier dans les années où je préparais Histoire de l'habitat idéal. Je crois que je vous ai dit, il y a 3 parties dans ce livre, Histoire de l'habitat idéal. La première partie, c'est la Chine, la deuxième partie, c'est le Japon, et la troisième partie, c'est le monde actuel. Parce que c'est l'histoire de l'idéologie, la mythologie et l'idéologie qui nous ont fait idéaliser la maison individuelle au plus près de la nature. Ce qui a donné, entre autres, the Little House on the Prairie. Ça vous dit quelque chose, hein? Mais l'idéologie de la maison individuelle qui a évolué en pavillonnaire suburbain au XXe siècle et qui est devenu l'urbain diffus. Alors j'ai tout un livre là-dessus, parce que l'urbain diffus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une société qui est urbaine fonctionnellement, c'est-à-dire il n'y a plus qu'1 ou 2% d'agriculteurs, cette société urbaine fonctionnellement, elle idéalise un habitat ruraliforme, sous forme de résidence secondaire. On est les champions de la résidence secondaire en France. Et si possible même, habiter à la campagne. Alors, habiter à la campagne, ça fait rouler beaucoup, énormément. Ça fait utiliser du terrain, bousiller du terrain par... c'est la surconsommation des ressources naturelles, non seulement l'énergie, mais la terre, etc. Donc c'est un habitat insoutenable. Et ça a été le sujet d'un programme de recherche international que j'avais lancé en 2001, alors que j'étais en train d'achever un séjour de 2 ans dans une université japonaise, à Sendai. C'est l'université du Miyagi, où j'ai enseigné pendant 2 ans la mésologie, mais c'était en japonais, donc c'était enseigné Fudogaku. Et mes étudiants, c'était une drôle d'université où il y avait 2 sortes d'étudiants, d'un côté des architectes et de l'autre côté des infirmières.
parce que là, c'était... parmi les architectes, il y avait aussi des filles. Mais parmi les infirmières, il n'y avait quasiment aucun garçon. C'est pour ça, donc, infirmière. Et plusieurs m'ont confié que quand ils avaient entendu « Oui, il va y avoir un cours de Fudogaku », qu'ils avaient choisi ça parce qu'ils pensaient que c'était de l'étude de Fudo. Et pour un jeune japonais d'aujourd'hui, Fudo, ça veut dire food. Et vous savez ce que ça veut dire food? C'est un mot anglais. Ça veut dire feed. Ils pensaient qu'il s'agissait de... J'ai une fille qui pratique ce métier. Elle est enfin non, c'est les médecins qui sont nutritionnistes. Elle est diététicienne. Donc, ils pensaient que c'était un cours de diététique. Non, en fait, c'est un cours de mésologie. Et, bon, ça, c'est un détail linguistique. Mais plus fondamentalement, donc, à un moment, discutant avec mes étudiants, c'était le moment où la diffusion de l'ordinateur faisait, bon, là, en 2001, diffusion de l'ordinateur faisait qu'il n'était plus utopique d'envisager de travailler chez soi et non plus d'être obligé de vivre en ville. Donc, cela permettait de réaliser l'idéal de vivre en pleine nature, mais gagner sa vie. Voilà. Et ils étaient enthousiasmés, mes étudiants. Là, il s'agissait surtout des architectes. Il s'agissait de maisons. Ils étaient c'est parfait, on va renouer avec la tradition de l'amour de la nature des Japonais, avec la technologie moderne. En plus, ça va faire du bien à la planète. On dit, parce que ça va être gentil pour la planète. On dit, Chiki ni yasashi. C'est être gentil comme on est gentil avec un bébé. Alors, moi, je n'étais pas vraiment d'accord, donc je leur ai concocté comment on appelle ça? C'est quand Jésus parle, il emploie des c'est qu'on appelle ça? Des paraboles? Paraboles, voilà. J'ai employé la parabole du livreur de tofu. Alors, je leur ai donné un jour un exercice. Imaginez une ville traditionnelle bien compacte. Là, je vais acheter mon tofu au coin de la rue, à pied, bien sûr. Le tofu, vous voyez ce que c'est, le tofu, hein? Voilà. Tout le monde va acheter son tofu au coin de la rue. Bon, sans calculer le prix de revient, 100 personnes vont acheter leur tofu. Là, combien ça coûte? 100 fois, total. Faites le total. Maintenant, on habite comme l'habitat idéal que vous imaginez, chacun dans sa maison individuelle en pleine nature. Donc, vous pianotez sur Internet pour vous faire livrer votre tofu et on vient vous le livrer à la porte. Donc, 100 camions vont vous livrer au bout de 100 routes, parce que vous êtes au fond de la nature, il faut une route pour desservir chaque maison. 100 camions pour livrer les 100 clients, les 100 tofu, ou bien un camion qui fait 100 fois le trajet. Maintenant, calculez quelle est l'empreinte écologique dans l'un et l'autre cas. Bon, ça au début c'était une plaisanterie, mais quand même ils ont commencé à réfléchir. Et ça a été l'origine, le point de départ d'un programme qui a duré 10 ans, qui est devenu international, et qui a donné lieu à 4 séminaires, 4 colloques à Cerisy, qui s'appelait l'habitat insoutenable. L'habitat insoutenable. C'est-à-dire que ce mode d'habiter, qui est en fait l'urbain diffus, n'est pas soutenable, son empreinte écologique est disproportionnée. Et personnellement, bon, il y a eu 4 livres collectifs et j'en ai tiré un livre personnel qui est l'histoire de l'habitat idéal. Alors donc, cette idéalisation de la nature dont j'ai retracé l'histoire dans mon livre personnel, je suis remonté très loin, jusqu'à l'origine du mythe, parce qu'au départ c'est un mythe.
Et quel est ce mythe? C'est le mythe de l'âge d'or, où la nature elle-même, la terre elle-même, dispensait la nature sans que vous ayez besoin de travailler. Et voilà. Alors, vous trouvez ce mythe chez Hésiode. Il a été repris par Virgile. On a l'équivalent en Chine, ça porte un autre nom, c'est Tatrong en chinois. Ça veut dire le grand même, c'est-à-dire que à cette époque-là, les dieux et les humains étaient commensaux, convives à la même table. L'homme, l'humain, pouvait vivre sans travailler. C'est le mythe également de l'idéalisation de la matrice originelle au cœur de la nature, qui a fini par, alors ça se passe surtout en Asie orientale plutôt qu'en Occident, l'idéalisation esthétique de la nature, l'invention de la notion de paysage, ça se passe en Chine au IVe siècle de notre ère, alors qu'en France, enfin en Europe, la notion de paysage apparaît à la Renaissance, qui va être... Alors, il y a un peu plus de 1000 ans de différence entre la Chine et l'Europe. Bon, ça s'explique pour des raisons qu'il faut étudier en détail. Mais ça a donné naissance d'abord au concept de paysage, parce que des mandarins, c'est-à-dire des lettrés et de hauts personnages, ont idéalisé le retour à la nature, qui consistait, dans ces périodes troublées après l'Empire Han. Il y a eu une période extrêmement troublée en Chine, avec des invasions barbares et tout, l'Empire éclate, une période affreuse, changement de dynastie et tout. Donc, souvent, des mandarins, c'est-à-dire des lettrés fonctionnaires, quittent, souvent pour sauver leur peau d'ailleurs, et vont vivre sur leur terre. Sur leur terre, c'est-à-dire, soi-disant, dans la nature. Ils inventent le paysage, puisqu'ils ne travaillent pas la terre, ils la regardent. Inventent le paysage. Peu après, en siècle, revenus à la ville, parce qu'ils sont quand même fonctionnaires, il faut qu'ils travaillent, ils inventent le jardin paysager, qui va se perfectionner au fil des siècles, que les jésuites vont découvrir au XVIIIe et introduire en Europe par des lettres dithyrambiques sur les jardins de l'empereur. L'Europe réagit, elle invente le jardin que les Anglais appellent le jardin à l'anglaise, mais qui en France on dit bien alors comme on appelle sino anglais, enfin je sais pas quoi. Bref, on n'oublie pas de mentionner que ça vient de Chine et pas d'Angleterre. Etc., etc. Bon, ça donne naissance aux banlieues pavillonnaires, à l'expansion de l'urbain, finalement à l'urbain diffus. Donc, au départ, idéalisation de la nature, à l'arrivée, destruction de la nature. Et donc, j'aime la nature, donc je la détruis. C'est la logique bizarre, mais historique, de ce processus.